Comme promis, je vais vous présenter aujourd'hui la merveilleuse histoire d'un texte. Et comme cette histoire est surtout connue par sa dernière étape, nous allons partir de la fin, avec ce lied de Brahms. War es dir, dem diese Lippen bebten, dir der dargebotene süße Kuss, gibt ein irdisch Leben so Genuss. Ah, wie Licht und Glanz vor meinen Augen schwebten, alle Sinne nach den Lippen strebten, alle Sinne nach den Lippen strebten. In den klaren Augen blinkte Sehnsucht, die mir zärtlich winkte. Alles klang im Herzen wieder, meine Blicke sanken nieder, und die Lüfte tönten Liebeslieder, und die Lüfte tönten Liebeslieder. Ein Sternenpaar glänzten die Augen, die Wangen wiegten das goldene Haar. Blick und Lächeln schwangen Flügel und die süßen Worte gar weckte das tiefste Verlangen. Lächeln schwangen Flügel und die süßen Worte gar weckten das tiefste Verlangen. O Kuss, wie war dein Mund so brennend rot, da starb ich. Dein Leben ist im schönsten Tod, im schönsten Tod. Notez en passant la perfection de la prosodie. D'abord, le compositeur, très vert, a recadré les phrases du poète, très rouge, car elle cherchait surtout à valoriser la rime, quitte à séparer à 3 reprises le verbe de son sujet ou de son complément. In den klaren Augen blinkte Sehnsucht, die mir zärtlich winkte. Ein Sternenpaar glänzten die Augen, die Wangen wiegten das goldene Haar. Blick und Lächeln schwangen Flügel und die süßen Worte gar. Ensuite, même si on trouve ici des cas de madrigalisme et d'ornement bel canto, die Wangen wiegten das goldene Haar. Weckte das tiefe Verlangen. Je vous défie de dénicher une valeur longue, un temps fort ou un sommet mélodique qui ne correspondent pas à un accent prosodique. Souvent d'ailleurs à un accent d'insistance que la musique contribue à mettre en relief. Dir der dargebotene süße Kuss gibt ein irdisch Leben so Genuss. O Kuss, wie war dein Mund so brennend rot, da starb ich, fand dein Leben ist im schönsten Tod, im schönsten Tod.
Et enfin, le compositeur a saisi la perche que lui tendait le poète avec ses allitérations en L, la consonne préférée des chanteurs, car, comme je l'ai déjà expliqué, elle apporte un appui rythmique sans rompre le flux vocalique. War es dir, dem diese Lippen beten, alle Sinne nach den Lippen strebten, alle Sinne nach den Lippen strebten. Ah, wie Licht und Glanz, und die Lüfte töten Liebeslieder, und die Lüfte töten Liebeslieder. On a compris qu'il s'agissait d'un baiser torride. Mais si on veut en savoir plus, il faut reculer en ouvrant l'angle de vision. Ce lied apparaît alors comme le 7e de 15, regroupé sous le titre global de Romanzen aus Magellone, un cycle composé par Brahms entre 1861 et 1868 et publié comme opus 33 en 2 parties, les romances 1 à 6 en 1865, les romances 7 à 15 en 1869. Mais l'ensemble ne présente qu'une succession d'états d'âme, d'instantanés affectifs, sans lien évident de l'un à l'autre. Pour comprendre ce qui relie ces poèmes, il faut reculer jusqu'au poète, Ludwig Tieck, dont l'histoire d'amour de la belle Maguelone et du comte de Provence fut publiée d'abord en 1797 dans une collection de contes populaires, puis, légèrement remaniée, dans le premier des 3 volumes d'un Phantasus paru entre 1812 et 1816. On voit bien que le poème entendu tout à l'heure s'insère dans un récit en prose, et on comprend que c'est ce récit qui donne sa cohérence à l'ensemble des poèmes. Pourquoi Brahms n'a-t-il retenu que ces 15 poèmes ? Déjà parce qu'il lui manquait la veine dramatique d'un Wagner pour en faire un opéra. Mais surtout parce qu'il croyait cette histoire connue de tous, puisque lui-même l'avait lue à 14 ans dans la collection de Volksbücher éditée par Marbach. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marbach, comme Tieck, s'était inspiré d'éditions anciennes, telles qu'il en avait paru beaucoup en Allemagne depuis la traduction de Veit Warbeck, publiée à Augsbourg en 1535. Or, ces sources anciennes sont de simples récits en prose. Les poèmes de Tieck font partie de la romantisation du modèle médiéval, tout comme l'action qui s'efface devant le sentiment, le réalisme qui s'incline devant la morale, la mondanité qui disparaît devant l'intimité, et les faits qui s'estompent au profit des rêves. Tous ces nouveaux traits étant coiffés par l'omniprésence de la musique. Et bien sûr, là où Tieck tient à parler de la musique, Brahms tient à la faire entendre. Faut-il pour autant arrêter là notre voyage à reculons ? Non, bien sûr. Si Warbeck a fait une traduction allemande, c'est qu'il existe un original français. Il s'agit d'un roman de chevalerie qui fut souvent publié depuis l'invention de l'imprimerie à la fin du XVe siècle et dont on connaît 2 sources manuscrites différentes. La plus récente, datée de 1453, est le manuscrit de Cobourg. Et c'est de la plus ancienne, datée de 1438, que provient l'édition d'Adolphe Biedermann publiée la première fois en 1913 et régulièrement actualisée depuis. On peut reculer encore davantage en passant de la petite histoire à la grande. En effet, la cathédrale de Maguelone mentionnée au chapitre 26 du manuscrit de Cobourg peut être visitée près de Montpellier. Le gros du bâtiment date du XIIe siècle prestigieux, qui vit le passage de plusieurs papes à Maguelone. Et à l'intérieur trône un sarcophage baptisé Tombeau de la belle Maguelone, même s'il date de l'époque wisigothique, celle du premier évêché de Maguelone au VIe siècle. Si les siècles passés ne nous ont pas laissé de son de leurs récits de chevalerie, ils nous en ont laissé des images qui m'ont permis de restituer l'histoire de la belle Maguelone en louchant d'un œil sur le texte de Biedermann, puisque c'est le roman d'origine, et de l'autre sur celui de Tieck, puisque c'est de là que provient la musique de Brahms dont nous sommes partis.
Et c'est cette histoire illustrée que je vais vous conter à présent, en la divisant en 15 séquences, chacune aboutissant à une romance chantée que je vous laisserai écouter par vous-même. En Provence, il y a bien longtemps, régnait un comte qui avait un fils nommé Pierre. Pierre était si beau de figure et de forme que le voir semblait chose plus divine qu'humaine. C'était aussi un chevalier expert dans l'exercice des armes, et il était si doux et si aimable que tous, en son pays, louaient Dieu de ce qu'il leur avait envoyé un si beau et si noble seigneur. Pierre était souvent abîmé dans ses songes, si bien que les gens d'expérience pensaient qu'il était amoureux. Mais Pierre ne connaissait pas ses propres désirs. Un jour, son père organisa un grand tournoi auquel il convia maints nobles et vaillants chevaliers de diverses contrées étrangères. Ce fut Pierre qui remporta le prix, et les chevaliers étrangers dirent au comte qu'au monde ne se pourrait trouver un plus vaillant chevalier que ne l'était son fils Pierre. Parmi les invités se trouvait un troubadour qui avait beaucoup voyagé. Il loua Pierre pour ses exploits et lui dit que s'il voulait enrichir son expérience, il lui faudrait à présent quitter son pays et partir à la découverte de nouvelles contrées et de nouvelles gens. Le troubadour prit son luth et évoqua pour Pierre l'aventure qui l'attendait. L'attrait qu'exercerait sur lui toute nouveauté, l'admiration qu'il susciterait lui-même sur son passage, la rencontre avec celle qui deviendrait sa femme, le retour au pays auprès de ses parents, et le plaisir du souvenir à l'heure de la vieillesse. Le troubadour avait vu juste. Pierre reconnut dans son récit les désirs inavoués qui peuplaient ses songes. Il était à présent très impatient de partir, et il alla trouver ses parents pour leur demander leur consentement. Ceux-ci commencèrent par rejeter une requête que rien ne leur avait laissé pressentir. Le père invoqua le sort de son pays s'il devait mourir en l'absence de son fils unique. La mère invoqua les périls et les désillusions qui attendaient son enfant sur le chemin de l'aventure. Mais ils finirent par céder devant les arguments et la détermination du jeune homme. Le comte bénit son fils et ordonna que l'on préparât son départ. La comtesse remit à Pierre 3 précieuses bagues qu'elle avait conservées du temps de sa jeunesse et qu'elle destinait à celle que son fils choisirait pour épouse. Pierre partit donc un beau matin, sans autre compagnie que celle de son cheval, car il désirait garder l'anonymat. Comme il était plein d'entrain, il se souvint d'une vieille chanson qui chantait les combats et les victoires d'un noble et vaillant chevalier secondé par la chance, et il l'entonna d'une voix forte. Après plusieurs étapes, Pierre arriva à Naples, où il apprit que le roi organisait un tournoi en l'honneur de sa fille, la belle Maguelonne. Pierre s'y présenta et, au grand émerveillement de tous, sortit vainqueur de chaque joute. Le roi était très curieux d'apprendre qui était ce brillant chevalier, mais Pierre préféra garder le silence sur son nom. Il y eut grande presse quand, peu de temps après, le roi organisa un second tournoi. À la vive satisfaction de Maguelonne, Pierre fut à nouveau le meilleur. Cette fois, le roi, pour lui faire honneur, le convia en son palais. Il l'invita à sa table, où il le plaça en face de sa fille Maguelonne. À ce dîner, on servit des plats extraordinaires, mais Pierre ne s'en soucia point, occupé qu'il était à repaître ses yeux et son cœur de l'unique beauté de Maguelonne. La princesse n'en pensait pas moins de Pierre que Pierre n'en pensait d'elle. Pierre demeura encore quelque temps chez le roi, qui lui fit grande fête et honneur, quoiqu'il ne put jamais savoir quelle était sa famille. Puis Pierre prit congé du roi et des autres seigneurs. Sur le chemin de son logis, il s'arrêta dans un jardin pour rêver à la belle Maguelonne et pour chanter d'une voix douce les douleurs et les joies de son cœur d'amour épris. Tard dans la nuit, Pierre rentra chez lui en se faisant le serment de conquérir l'amour de Maguelonne ou de périr. Le lendemain, il entreprit d'écrire à son père, mais c'est en fait à Maguelonne que s'adressaient les mots qui lui venaient à l'esprit. Maguelonne connut cette nuit-là les mêmes transes que son chevalier. Tantôt elle rêvait, s'imaginant qu'il était là, dans le jardin, sous ses fenêtres, tantôt elle se reprenait, se reprochant les errances de son imagination. Considérant qu'elle ne pouvait rien faire sans conseil et aide de quelque personne,
elle résolut de révéler son inclination à sa nourrice. Elle lui parla du chevalier inconnu qui s'était distingué au dernier tournoi, qui occupait toutes ses pensées depuis qu'elle l'avait vu, et dont elle était prête à faire son seigneur, pour peu qu'il fût de haut lignage. La nourrice trembla d'abord à l'idée que Maguelone pût aimer un chevalier inconnu, alors que les plus grands seigneurs, des rois même, prétendaient à sa main. Mais voyant que Maguelone était prête à mourir si son amour devait rester sans espoir, elle accepta d'aller trouver le chevalier et de s'enquérir de sa lignée et de son nom. Elle le rencontra le lendemain au château. Pierre conçut une grande joie de sa requête, car elle lui laissait entendre que Maguelone l'aimait. Sans révéler son nom pour autant, il apprit à la nourrice que sa famille était de haute noblesse, et il la chargea de remettre à Maguelone, en souvenir de lui, l'une de ses précieuses bagues, ainsi que le poème qu'il avait écrit sous l'inspiration de son amour. Ce poème émut Maguelone, qui ne cessa de le lire et de le relire, heureuse d'y trouver l'écho exact de ses propres sentiments à l'égard de Pierre. La nourrice ne cacha pas à Maguelone son inquiétude à la voir se donner si vite et de si grand cœur à un étranger, ce qui mit la princesse dans une violente colère. « Comment pourrait-il être un étranger pour moi » s'écria-t-elle, « alors que je n'ai au monde personne plus cher que lui ?» Sur ces mots courroucés, elle quitta sa nourrice et alla se coucher pour la nuit. Dans son sommeil, elle rêva que Pierre lui offrait une deuxième bague, encore plus précieuse que la première. À son réveil, elle raconta son rêve à sa nourrice, qui comprit que Maguelone avait mis ce chevalier en son esprit comme en son cœur. C'était de lui que dépendrait son bonheur ou son malheur. Aussi accepta-t-elle de le rencontrer une seconde fois. Pierre se rendit dans le jardin où la nourrice lui avait dit qu'il pourrait se revoir. Il éprouva une grande joie quand elle vint le rejoindre et qu'elle lui raconta comment, par amour pour lui, la princesse avait conservé l'anneau, lu le poème et rêvé de lui cette nuit-là. Il assura la nourrice de son désir d'épouser Maguelone et de sa volonté de lui révéler son nom et sa condition au cours d'un entretien qu'il souhaitait avoir avec elle. Et il donna à la nourrice une seconde bague, en la priant de bien vouloir la remettre à Maguelone, afin qu'elle la portât en souvenir de lui. La nourrice se hâta de retrouver la princesse et de lui rapporter son entretien avec le chevalier. L'anneau était accompagné d'un poème auquel Pierre avait confié la joie qui le transportait depuis qu'il savait son amour partagé. Maguelone passa la bague à son doigt et lut le poème à haute voix. Le lendemain matin, le chevalier se rendit dans le jardin où il avait déjà rencontré la nourrice, dans l'espoir d'y recevoir une fois encore des nouvelles de sa bien-aimée. La nourrice ne tarda pas à le rejoindre. Elle lui raconta tout, ajoutant que s'il l'assurait de son intention d'aimer Maguelone en tout bien tout honneur, elle lui dirait où il pourrait la rencontrer. Alors le noble Pierre s'agenouilla et jura devant la croix qu'en honnête chevalier, il ne désirait rien d'autre des bonnes grâces de Maguelone que le saint sacrement du mariage. Sur ces mots, la nourrice le releva et lui dit que son vœu serait exaucé. Elle l'attendrait le soir suivant dans le jardin derrière le château, et il pourrait s'entretenir avec Maguelone dans la chambre de la princesse. Quand Pierre quitta la nourrice, il était plongé dans un bonheur mêlé d'étonnement, car il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Il rentra chez lui, et il lui sembla par moments que le temps s'était arrêté depuis sa rencontre avec la nourrice, tant le soir tardait à tomber. Il confia son impatience à un poème qui évoquait les caprices du temps, si nonchalant aux heures de l'attente et si fugitif dans les moments de volupté. Puis il prit son luth et chanta. Le moment était venu pour Pierre de se rendre chez sa Maguelone bien-aimée. Comme convenu, la nourrice l'attendait à la porte du jardin. Elle le conduisit à la chambre de Maguelone et le laissa seul avec la princesse afin que les jeunes gens puissent librement épancher leur cœur. Durant un long moment, il leur fut impossible d'ébaucher la moindre conversation. Mais enfin, le jeune homme fit sa déclaration et apprit à Maguelone que celui qu'on connaissait à la cour comme le chevalier aux clés, car c'est de cet emblème qu'il avait choisi d'orner ses armes, n'était autre que le fils du comte de Provence,
et le neveu du roi de France. Puis il offrit à Maguelonne la 3e bague, la plus précieuse de toutes, en baisant sa main d'une blancheur liliale. Maguelonne fut très touchée par cette attention. À son tour, elle passa une chaînette d'or autour du cou de Pierre en lui disant « Par ce geste, je reconnais que vous êtes à moi et que je suis vôtre. Prenez ce souvenir et portez-le toujours par amour pour moi. » Puis elle prit le chevalier tremblant d'émoi dans ses bras et déposa un doux baiser sur ses lèvres. Pierre lui rendit son baiser et la serra tendrement sur son cœur. Enfin, après avoir convenu de quelle manière ils se reverraient, ils se séparèrent. Pierre regagna son logis à grands pas, plus heureux qu'il ne l'avait jamais été, et impatient de raconter son bonheur à son luth et à ses armes. Il couvrit son instrument de baisers et de larmes, puis il toucha les cordes et se mit à chanter avec ferveur. Et vous voilà rendu au lied que vous avez entendu au début de cette vidéo. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire de Pierre et de Maguelonne, rendez-vous dans 8 jours avec le prochain épisode de la musique des langues.